On se retrouve pour la suite du module de compression et transcodage d'images et de vidéos. Alors on est sur la partie vidéo-compression, et on a abordé dans les parties précédentes le concept global de codage hybride, et ensuite, plus particulièrement, comment fonctionne le partitionnement en blocs et l'étape de prédiction. Donc à ce moment-là, on a un bloc de prédiction et une erreur résiduelle de prédiction qu'il va falloir encoder par la suite pour générer un bitstream. On fait ça avec une transformée, une quantification et un codage entropique. Donc ça va être l'objet de cette vidéo-là. Ok, donc là, on commence par l'étape de transformée de quantification qu'on a à cet endroit-là dans le codec hybride. On aura entré notre erreur résiduelle et on aura sorti notre bloc de coefficients quantifiés et transformés. Donc, la transformée. Chaque bloc d'erreur résiduelle est transformé en un bloc de coefficients transformés, de manière à décorréler l'information dans l'erreur résiduelle et de la concentrer sur très peu de coefficients transformés. En compression vidéo, vous l'avez vu dans le cadre de JPEG, en général on utilise la DCT2 pour l'étape de transformée, puisqu'elle a une très bonne capacité de compaction de l'énergie sur peu de coefficients, et en plus elle a l'avantage d'avoir des algorithmes de calcul qui sont très optimisés. Alors je vous ai mis la formule de calcul du bloc de coefficients transformés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va savoir qu'on fait plus ou moins une convolution du bloc d'erreur résiduelle avec des coefficients, avec une matrice de coefficients obtenus avec un cosinus, ce qui est logique vu que c'est dans le nom de la transformée. Voilà, donc je vous mets pas le calcul détaillé, mais ouais, le principe est là. Si vous en avez besoin plus tard, vous saurez que vous pouvez venir chercher la formule ici. Ok, donc pas grand chose de plus à dire sur la transformée de manière générale, puisque vous l'avez déjà vu en détail dans le cours de compression d'image avec Luce. Donc passons directement à comment est fait la transformée dans le codeur H264 AVC. Donc ce qu'il y a à savoir, c'est que la transformée elle est faite uniquement sur des blocs 4x4. Donc si jamais notre macro-bloc a été lui-même sous-divisé en blocs qui sont supérieurs à une taille 4x4 pour la prédiction, comme on l'a évoqué dans les parties précédentes, et ben on va uniquement prendre une sous-partie du bloc d'erreur résiduelle correspondant à une taille 4x4 pour faire notre transformée. Alors pourquoi on utilise une petite transformée? Tout simplement parce que dans H264 on a une étape de prédiction qui est assez bonne, en tout cas comparée au standard de génération précédente, ce qui fait qu'on a une prédiction qui est très bonne, qui résulte en des coefficients transformés qui sont assez faibles parce que la corrélation spatiale est assez petite dans l'erreur résiduelle. Donc le fait de prendre des petites transformées est suffisant. On n'a pas besoin de faire des transformées plus grandes qui seraient plus coûteuses en calcul. Ensuite, dans H264 AVC, on utilise une transformée qui est non pas la DCT2 précisément, mais qui est une approximation de la DCT2 avec des coefficients entiers. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que le fait d'utiliser des entiers, on va éviter les erreurs de précision qui peuvent impliquer une désynchronisation entre l'encodeur et le décodeur, ce qui peut vraiment poser des problèmes, et c'était le cas dans les générations précédentes de codecs vidéo. En plus de ça, on peut implémenter cette approximation de la DCT avec uniquement des shifts et des additions, ce qui vraiment réduit le coût matériel de la transformée grandement. Et une particularité de H264 AVC, c'est qu'on va faire une deuxième étape de transformée après la DCT, qui va se faire uniquement sur les coefficients DC des blocs transformés.
et qui va se faire au niveau du macrobloc entier. Donc pour le macrobloc entier, on aura 4 coefficients d'essai, 16 coefficients d'essai, pardon, ce qui fait un bloc 4 par 4 de coefficients d'essai pour la Luma et un bloc 2 par 2 de coefficients d'essai pour la Chroma. Et donc on vient faire une deuxième transformée qui sera de type Hadamard cette fois-ci, afin de réduire encore la quantité de coefficients d'essai utilisés. Voilà, j'avais pas grand chose d'autre à vous dire sur la transformée, je suis assez rapide parce que vous avez déjà vu en détail avec Luce comment ça marche. Donc on va tout simplement passer à la quantification. Encore une fois, on va être assez rapide aussi. Donc le principe, c'est que chaque bloc transformé est quantifié en un bloc de coefficients quantifiés, afin de réduire le nombre de niveaux possibles pour chaque coefficient transformé. En compression vidéo et en compression d'image, en général, on va utiliser un quantificateur uniforme, dont je vous mets la formule ici. Alors pour ceux qui ont déjà fait la dernière partie du TP2, vous avez dû l'implémenter, donc vous devez savoir comment ça marche. Pour le groupe B qui va le faire bientôt, vous pourrez utiliser cette formule ou celle qui est dans le cours de Luce. Le principe est le même. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on utilise un pas de quantification qui va être utilisé pour faire une division et une multiplication, et donc qui va directement nous donner la précision de notre quantification. Dans AVC, on utilise une quantification uniforme qui est paramétrée par un paramètre de quantification qu'on appelle QP. Ce QP-là peut prendre 52 valeurs possibles, qui vont de 0 à 51. Et la relation entre le QP et le pas de quantification est non linéaire, puisqu'on aura un pas de quantification égal à 1 pour un QP qui est égal à 4, et on aura un pas de quantification qui va doubler pour une augmentation de 6 sur la valeur du QP, ce qui nous donne à peu près une augmentation de 12,5% du pas de quantification par incrément de QP. Alors je vous ai mis dans le tableau quelques valeurs de pas de quantification en fonction du QP. Voilà. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on a vraiment une très grande échelle de pas de quantification possible avec nos 51 valeurs de QP possibles, ce qui va nous donner un contrôle assez flexible sur le compromis entre le débit et la distorsion, qui est vraiment le cœur du problème d'encodage vidéo. Je rappelle, hein, si on a un pas de quantification qui est grand, on aura une distorsion qui va être élevée, mais un débit qui va être réduit. Et inversement, si on a un pas de quantif qui est très petit, on aura une distorsion qui va être assez faible, puisqu'on va très peu quantifier, mais on aura un débit qui sera plus grand, puisque nos valeurs de coefficients quantifiés seront plus élevées. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la quantification. Encore une fois, je suis assez rapide sur cette partie-là, parce que vous avez déjà vu avec Luce. Ok, maintenant passons au codage anthropique. Alors, codage anthropique, ça vient vraiment juste avant de générer le bitstream. Le principe général, c'est qu'on va prendre tous nos décisions d'encodage et notre bloc de coefficients quantifiés, on va les binariser, et ensuite effectuer un codage anthropique sur ces données binarisées. Alors, pour le codage anthropique, on peut soit utiliser un simple code VLC classique, ou utiliser vraiment des algorithmes complexes de codage arithmétique. Dans tous les cas, le but, ça va être de retirer toutes les redondances statistiques qu'il y a dans les données binarisées, et qu'il reste après même tous les états de prédiction transformés de quantification. Voilà le schéma donc, qui rappelle celui qu'on avait mis en début de chapitre. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'efficacité de codage qu'on obtient avec un codeur anthropique va être très dépendante de l'étape de binarisation, et surtout de l'algorithme de codage anthropique que l'on va choisir. Voilà pour le principe général. Maintenant, si on passe à ce qui est utilisé dans AVC, on aura deux types de codage anthropique possibles. L'un va être une combinaison
de code VLC classique et de code VLC qui serait avec un contexte adaptatif, qu'on appelle du coup CAVLC. Alors, les codes VLC sont utilisés pour les éléments de syntaxe qui sont associés aux décisions de l'encodeur, pardon. Et le CAVLC va être utilisé pour les éléments de syntaxe qui sont associés aux coefficients quantifiés. Et enfin, deuxième type de codeur entropique que l'on peut utiliser dans AVC, ça va être le Context Adaptive Binary Arithmetic Coding, on dit CABAC, et qui va uniquement être utilisable dans le profil I de AVC. La particularité du CABAC, c'est qu'on va utiliser une modélisation en contexte pour tirer profit en fait, des statistiques des éléments de syntaxe qui ont déjà été encodés auparavant dans l'image, afin d'estimer les probabilités de l'élément de syntaxe qui va arriver, et qui va être utilisé dans le codeur arithmétique. Voilà, c'est un processus assez complexe. Je vous montrerai juste un schéma, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Voyons quand même comment marchent les codes VLC et CAVLC. Alors pour le VLC, le choix qui a été fait dans AVC, c'est qu'on utilise une seule table de code word pour tous les éléments de syntaxe. Cette table de code word, elle est appelée excolon, et on l'obtient de la manière suivante. Alors, on prend un code num qui est associé à la valeur de l'élément de syntaxe, et on prend la valeur du code num en binaire, et on y ajoute 1. Et ce chiffre-là, en binaire, constitue notre suffixe du code word. Donc pour 0, on aura 1, pour 1, on aura 1, 0, donc la valeur 2, pour 2, on aura 1, 1, 3, etc., etc. Ensuite, on doit y ajouter un préfixe, et ce préfixe-là, il est calculé en prenant le nombre de bits utilisés par le suffixe, et en retirant 1, on obtient un chiffre, et on ajoute ce nombre-là de 0 avant le suffixe. Donc si on prend le code num 1, encore une fois, on a un suffixe qui est égal à 1, 0, et donc on obtient un préfixe où il y aura un seul 0 dedans. Donc on va utiliser 3 bits pour coder la valeur 1, 1 bit pour coder la valeur 0, etc. jusqu'à, ici dans l'exemple, 7 bits pour la valeur 8. Voilà. Donc chaque code est unique. Il n'y a pas possibilité de confondre les codes entre eux. Ce qu'il faut voir, c'est que le codage VLC va être efficace uniquement si on transmet beaucoup de codes num égaux à 0. Soit dans ce cas-là, ou à 0, 1 ou 2. Puisque dans ce cas-là, on va uniquement avoir 1 bit ou 3 bits qui vont être utilisés pour décrire notre valeur. Donc AVC va en fait customiser la correspondance entre le code num et l'élément de syntaxe pour chaque élément de syntaxe. Et cette customisation, elle va être faite en fonction des données statistiques qui ont été observées dans le signal, et qui ont été définies après dans la norme. Voilà, donc je vous invite à ne pas aller voir à quoi ressemble cette table VLC, parce que ça peut, ces correspondances, parce que ça peut être compliqué à comprendre dans la documentation. Donc le principe, le principe général est assez simple, mais en pratique, c'est assez compliqué à mettre en place. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le codage VLC. Maintenant, si on prend le codage CAVLC, donc je rappelle qu'il est utilisé pour la transmission des coefficients transformés et quantifiés. Donc la première étape à faire, c'est de binariser en fait notre bloc de coefficients quantifiés. Comment on fait ça? On va tout simplement commencer par mettre à plat ce bloc en suivant un pattern de type zigzag que je vous ai mis ici en exemple. Ensuite, une fois qu'on a cette séquence d'éléments quantifiés allant du coup de la plus basse fréquence, donc du coefficient DC jusqu'au coefficient AC ayant la plus haute fréquence, et ben on va chercher plusieurs éléments de syntaxe. Le premier, c'est le nombre de coefficients qui vont être non nuls.
qu'on va appeler grand N, qui sera du coup entre 0 et 16, puisqu'on est sur des blocs de transformés de taille 4 par 4, je le rappelle. Ensuite, on va prendre uniquement la partie des coefficients transformés qui correspond, qui va jusqu'au dernier coefficient non nul. Dans cette partie-là, on va compter le nombre de coefficients qui ont une valeur absolue égale à 1, et on va la noter dans une variable appelée T1. Troisième étape, troisième élément de syntaxe, on va indiquer le signe de ces coefficients égaux à -1 ou +1. Ensuite, une fois qu'on a réglé le problème de tous les zéros qu'on a enlevés et de tous les 1 dans le bloc dans la séquence de coefficients quantifiés, on va indiquer la valeur des coefficients restants. Et on va faire ça, une petite particularité, dans l'ordre inverse du scan zigzag. Donc, du coefficient ayant la plus grande fréquence jusqu'à la plus basse fréquence. Donc logiquement, on devrait être dans un ordre croissant, puisque les coefficients de fréquence devraient avoir, normalement, une valeur plus petite que les coefficients basse fréquence. Et enfin, une fois qu'on a les valeurs des coefficients non nuls, et on va juste indiquer les places des zéros restants entre le début du scan et le dernier coefficient non nul. On fait ça avec le nombre total de zéros qu'il y a dans cet intervalle-là. On le met dans l'élément de syntaxe total zeros. Et un dernier élément de syntaxe qui s'appelle runBefore et qui va indiquer en fait le nombre de zéros entre deux coefficients non nuls. Avec ces deux éléments de syntaxe-là, on va pouvoir reconstruire vraiment toute la séquence de coefficients quantifiés non nuls. Alors, je peux prendre un exemple juste après pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça au final. Mais dernier point, c'est que une fois qu'on a tous ces éléments de syntaxe là, on va utiliser des tables VLC spécifiques à chaque élément de syntaxe, de manière à coder efficacement ces éléments de syntaxe là. Ce qui va nous donner à la fin un gain en débit de 2 à 7% comparé à du codage VLC classique. Ok, donc prenons un exemple. Voilà un bloc de coefficients quantifiés tout à fait standard. Donc on a un coefficient d'essai qui est de 7, et puis après on descend en valeur absolue, plus on monte dans les hautes fréquences. Donc, si on suit le scan zigzag que je vous ai mis juste avant, on obtient cette séquence aplatie de blocs coefficients transformés. Et on a dit que la première étape, c'était de compter le nombre de coefficients non nuls. Donc là, je vous ai mis en rouge, il y en a 5. Donc, premier élément de syntaxe qui est égal à 5. Ensuite, on regarde les coefficients qui ont une valeur absolue égale à 1. Ici, on en a 2. Et ensuite, on indique leur signe. Donc on a un signe négatif pour le premier, donc on va indiquer 1, et un signe positif pour le deuxième, donc on va indiquer 0. Ensuite, on prend les autres coefficients qui ont des valeurs absolues supérieures à 1, pardon, et on les note dans l'ordre inverse du scan en zigzag. Donc on part de -2, 6 et 7. Et enfin, on doit s'occuper des zéros et de la place des zéros dans cette partie du scan avec des coefficients non nuls. Donc on fait ça avec les deux derniers éléments de syntaxe. Total zeros qui va être égal à 3, puisqu'on a 3 zéros ici qui sont en rouge. Et enfin le runBefore qui va avoir deux valeurs différentes. La première, ça va être 2, puisqu'on a 2 zéros entre le dernier coefficient non nul et l'avant-dernier. Et 1, puisque après l'avant-dernier coefficient non nul, on a directement le 0. Le 0 qui reste, pardon. Et on s'arrête là, puisqu'on savait qu'il y avait 3 zéros et qu'on en a déjà trouvé 3 avec les éléments de syntaxe runBefore. Donc voilà tous nos éléments de syntaxe qui vont être nécessaires pour décrire notre bloc de coefficients transformés et quantifiés que l'on avait au départ. Et ensuite, on les binarise, et enfin ensuite on les associe à un code num et à un code word avec des tables VLC spécifiques à chaque élément de syntaxe. Encore une fois,
dans la documentation officielle, voilà, il y a plein de tables différentes, c'est très complexe à comprendre, mais le principe est là. Donc je ne vais pas plus loin dans l'étape de codage anthropique, parce qu'après ça se complique pour associer chacun de ces éléments de syntaxe et chacune valeur de ces éléments de syntaxe à un code vente spécifique. Et voilà, c'est je pense important de comprendre l'idée générale de la binarisation de nos blocs quantifiés et transformés. Voilà pour le CAVLC. Passons maintenant au CABAC rapidement, je vais être très rapide. Le CABAC, donc on a pour chaque élément de syntaxe, on va avoir un codeur arithmétique spécifique. Alors on parle de adaptive parce qu'on aura un apprentissage des statistiques du signal qui vont être utilisées dans notre codage arithmétique. Et on parle de context-based context modeling parce que on va adapter la probabilité d'avoir telle ou telle valeur pour le coefficient courant en fonction de ce qui a été appris et de ce qui a été vu, observé dans un voisinage, donc dans les symboles qui ont été encodés précédemment. Ouais, donc c'est un process assez complexe, je ne rentre pas plus dans les détails. Si vous êtes intéressé, il faut aller voir les documentations ou les papiers sur le sujet. Dernière chose à dire sur le CABAC, c'est que c'est complexe et en termes de calcul comparé aux autres codeurs anthropiques, ça va demander significativement plus de capacité de calcul. Par contre, on aura quand même des gains en débit qui vont aller de 5 à 15%, ce qui est énorme en compression vidéo, comparé à du CAVLC. Voilà. Donc ça conclut cette partie sur le cœur de codage avec à transformer la quantification et le codage anthropique. Et dans la dernière vidéo, on verra rapidement un dernier élément de H264 AVC utilisé pour reconstruire les blocs. Et on aura une conclusion. Donc, ce sera assez rapide.